Nouvelle semaine de débat, d'analyse de l'actualité sociopolitique de l'Afrique. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Regard croisé s'intéresse aujourd'hui à 4 sujets. Le Niger, où le G25 demande le retour à l'ordre constitutionnel. Le Bénin, avec la candidature à la présidentielle, quel profil pour les démocrates après le choix de la majorité? Le Sénégal, où Sonko et Faye remanient le gouvernement 18 mois après sa sécurité. Et bien évidemment, au Togo, la sécurité est renforcée aux frontières ouest à Lomé, la capitale. Adam Adronou, journaliste, analyste politique, est avec nous, accompagné de Mathieu Tamam, président de Génération d'Impact. Bienvenue à vous deux, messieurs. Bonsoir, Tonam. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de partager encore le plateau avec mon cher frère et d'analyser les sujets d'actualité que nous aimons tant. Mathieu. Bonsoir, Etonam. Bonsoir aux téléspectateurs et merci surtout à ceux qui nous suivent et qui nous font des remarques. Alors, pour eux, le Niger est dans une impasse politique. Une dizaine d'acteurs, d'organisations de la société civile et des médias réunis au sein d'un nouveau regroupement veut faire opposition au régime militaire en place. C'est le G25. Est-ce que c'était prévisible, ce type de collectif, Adam? D'abord, permettez que nous remontons un peu l'histoire qui a conduit à la naissance de ce regroupement élargi naturellement sur des acteurs de la société civile et des médias, les politiques également. Puisque vous savez, au Niger, les partis politiques sont dissous et naturellement, je pense que la tribune d'expression qui aurait pu permettre de pouvoir créer la controverse sur l'action gouvernementale, vous savez, c'est le rôle naturellement aussi bien de la société civile mais également de l'opposition, le contrôle de l'action gouvernementale. Donc cette tribune-là étant absente, il y a lieu quand même de pouvoir constater qu'il y a un étouffement sur la scène aussi bien politique et sociale. Donc conduisant cela, vous aurez dû constater que beaucoup de ces acteurs-là sont intervenus sur, en tout cas, le régime d'anonymat, dû au fait qu'en réalité, et comme je l'ai dit, si nous remontons l'histoire aujourd'hui, il y a comme un sentiment de terreur qui est né lorsque vous contredisez en réalité l'action du gouvernement ouvertement. Donc justement, je pense que même si dans l'anonymat, on pouvait, en tout cas, le comprendre que dans un futur proche, il pourrait avoir des gens qui puissent, au regard, en tout cas, de cette atmosphère-là réduite, de cette tribune-là qui n'existe pas, la tribune d'expression, sur la gouvernance du pays, sur l'action gouvernementale, et dû donc à cet étouffement-là, il pourrait avoir des regroupements qui puissent donc rebondir. Donc c'est en ce sens que tôt ou tard, ça existera. Et vous l'aurez constaté dans tous ces pays, surtout de l'AES, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on ne prendra pas d'autres exemples. Il y a eu des gens, certains qui ont eu le courage quand même de pouvoir le faire ouvertement, et nous avons vu ce qui en est suivi. Et donc, quand même, tirant le son des autres pays, puisque lorsque vous voyez dans ces 3 pays, il y a une similitude d'action en ce qui concerne la gouvernance. Donc ils ont compris tout de suite que si cela est fait à visage découvert, il pourrait avoir donc des représailles. C'est ce qui a été contraint, qui les a contraints à pouvoir se regrouper sous anonymat. Mais nous savons véritablement lorsque des mots forts appelant donc les Nigériens à se mobiliser pour réellement donc faire entendre leur voix à l'avenir. Je caricature en réalité ce qui a été dit. Ça vous a dit quelque part que il y a un véritable problème lié au fait que les Nigériens, les acteurs nigériens ont besoin d'une tribune d'expression, ce qui a conduit donc à la naissance de ce G25-là qui n'est quand même que à ses débuts. Parce que cela devait donc inquiéter, parce que à l'avenir, je pense qu'il faudrait donc avoir en tout cas une gouvernance d'anticipation, pouvoir donc créer cet espace-là au lieu d'être maintenu. Le G25 inquiète qui? Inquiéterait qui? La population, le pouvoir en place? Vous savez, non, le G25 devait donc inquiéter en tout cas le pouvoir en place, pas la population, puisque lorsque nous prenons les différents acteurs qui composent ce G25-là, je pense que vous aurez pu quand même constater que c'est toute la population, pratiquement les compartiments de la population qui se retrouvent, même si ils n'ont pas réussi quitus de pouvoir représenter qui que ce soit, de toute évidence. Vous comprendrez que lorsque nous parlons donc des acteurs de la société civile et des médias, c'est quand même des gens qui sont pour la plupart du temps écoutés.
Et lorsque dans ce tourbillon-là lié à l'insécurité qui, ma foi, n'est pas totalement maîtrisée, puisque lorsque nous prenons pratiquement toutes les semaines, nous constatons qu'il y a toujours un rebond en ce qui concerne des attaques, des positions de l'armée qui sont toujours inquiétées. Donc je pense qu'on ne devait donc pas en rajouter. Donc il faudrait quand même créer un climat de quiétude qui puisse permettre véritablement d'être en phase avec la population pour aller à la conquête totale de la sécurité du pays, puisque c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Alors, donc c'est en cela que je dis que cela devait inquiéter le pouvoir en place, parce que surtout que ces gens-là agissent dans l'anonymat. Alors, justement, on va parler de cet anonymat. Est-ce que pour toi, Mathieu, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, le climat n'est pas du tout propice pour le jeu démocratique? Vous savez, des revendications déjà du G25 prouvent que le climat d'insécurité règne, puisque vous allez constater que le G25 réclame le retour à l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel qui établit le pouvoir du président de la République, le pouvoir du Parlement et le pouvoir du judiciaire. Et au-delà, c'est l'ordre constitutionnel qui permet d'éviter l'anarchie et de protéger également le citoyen. En l'absence donc de l'ordre constitutionnel, vous convenez avec moi que nous sommes en face des militaires qui, n'étant pas contrôlés ou n'ayant pas des organisations en face capables de contrôler leur action, et vont parfois violer la loi, violer les droits de l'homme. Et donc, le G25 est en droit d'être dans l'anonymat, de s'inquiéter de leur sécurité. Alors, samedi dernier, le G25, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, a publié son premier communiqué pour demander la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum, le retour à l'ordre constitutionnel ou encore une nouvelle stratégie contre le terrorisme. Est-ce que ces demandes sont légitimes aujourd'hui au Niger? Je pense que certaines d'entre elles, puisque ce qui m'a mis un peu en doute sur, en tout cas, l'approche efficacité en ce qui concerne cette lutte et de convaincre la quasi-majorité, peut-être ou carrément avoir une proportion très importante de la population derrière elle, serait quand même cette introduction de la libération de Mohamed Bazoum. Puis c'est vrai que tout de suite, c'est fort heureusement qu'on a parlé des acteurs politiques également qui sont intégrés. Sinon, on allait tout de suite leur coller l'étiquette de mouvance partisane. En ce sens que la libération de Mohamed Bazoum, je pense qu'aujourd'hui, la question, au-delà de tout, c'est quand même que chacun peut le réclamer, mais en réalité, sur l'efficacité de l'action et ce qu'ils ont mis sur la table, l'insécurité, le retour à l'ordre constitutionnel, on pourrait donc comprendre. C'est quoi la libération de Mohamed Bazoum? Parce qu'il n'est pas le seul prisonnier d'ailleurs politique au Niger. Tout à fait. Donc, l'introduire dans, en tout cas, l'approche, la démarche, oui, ça cause problème. Ça cause problème. Ça voudrait dire quand même que je pourrais tout de suite leur coller l'étiquette de partisan ou carrément roulant au profit de Mohamed Bazoum. Donc, en ce sens-là, il s'expose naturellement comme une opposition frontale qui n'est pas dans une logique d'une réclamation sociale digne de ce nom. Parce qu'à partir du moment où on met Mohamed Bazoum, on se pose la question de savoir si en réalité les questions qui sont en tout cas posées en ce qui concerne la sécurité, le retour à l'ordre constitutionnel, une nouvelle stratégie contre le terrorisme. Tout à fait. Donc, on se dit que ce ne sont que des arguties qui sont collés. En réalité, la priorité pour eux, c'est la libération de Mohamed Bazoum. Est-ce que tu partages cet avis, Mathieu? Bon, je ne suis pas totalement du même avis que mon frère Adam, parce que, pour rappeler le contexte dans lequel Tiani est arrivé au pouvoir. Le général Tiani? Le général Tiani est arrivé au pouvoir avec comme motivation que Mohamed Bazoum roulait pour la France. Et en tant que souverainistes, ils sont venus pour rétablir l'ordre et combattre le terrorisme. Aujourd'hui, je pense que le pouvoir de Tiani est totalement installé et qu'il n'y a pas normalement raison de garder encore Mohamed Bazoum en prison. Mais bon, si le G25 met cette revendication sur table,
elle peut être légitime. Mais dans le contexte du Niger, c'est une erreur. Erreur parce que tout de suite, comme Adam le disait, on va les taxer de partisans. Soit ils roulent pour la France, ils roulent pour les puissances étrangères en réclamant la libération de Mohamed Bazoum, ou c'est peut-être une stratégie également pour ratisser large au sein des populations, au sein des partisans de Mohamed Bazoum. Tout reste à relativiser. Mais pour moi, la libération de Mohamed Bazoum reste un citoyen nigérien comme tout autre et qui ne devait pas être détenu de façon arbitraire. Alors, c'est en mars dernier que le général Tiani a été investi président de la République pour au moins 5 ans et les partis politiques ont été dissous, comme Adam nous l'a rappelé au début de cette émission. Cette décision a été prise à l'issue des assises nationales. Adam. Oui, ces assises nationales étaient également contestées au regard des acteurs qui y prenaient part. Tout simplement parce qu'on se dit que ça ne faisait pas l'unanimité. Et justement, ça a été choisi au regard des intérêts que poursuivait donc le général Tiani. Et sinon, en tout cas, les nouvelles autorités. Et justement, lorsque vous lisez un peu plus loin, vous constaterez que le G25 estime qu'en réalité, on a comme l'impression de dire que voilà, ce sont les Nigériens qui ont concédé donc à pouvoir donner donc ces 5 à Tiani. Mais Adam, laisse-moi te rappeler, Nuo TV était à Niamey pour couvrir ces assises nationales qui étaient un peu plus ou moins représentatives de la population nigérienne. On a vu presque toutes les couches. Nous, de toutes les façons, ce sont les opinions exprimées par les acteurs de la société civile, majoritairement du Niger, qui le disent. En réalité, ils disent que tout le monde n'a pas été... Bon, pas tout le monde, on sait quand même qu'on ne peut pas, en tout cas, convier tout le monde à des assises de ce genre-là. Ouais. Mais il faudrait quand même qu'on ait une connotation qui, plus ou moins, a une représentativité des forces vives de la nation, ce qui n'était pas le cas. Vous allez aussi le constater, d'ailleurs, même dans tous les pays. Au Gabon, le sujet est là. On dit, voilà, les assises ayant conduit à la nouvelle constitution, en tout cas à la rédaction de la nouvelle constitution, n'étaient pas du tout représentatives. Mais qu'à cela ne tienne, en réalité, c'est justement faire en sorte que si ces assises-là est réellement, lorsque vous prenez le cahier de charge aujourd'hui des militaires, il faudrait quand même que, puis ce sont les motivations qui ont conduit d'ailleurs même à cette prise de pouvoir-là, c'était la question sécuritaire. Et justement, lorsqu'on fait le lien aujourd'hui, je pense que lorsque ne prenons pas, même ne poussons même pas l'analyse plus loin au niveau des chiffres pour parler donc de la recherche, quand même déduire que depuis lors, vous allez constater que les attaques sont assez fréquentes. Ça voudrait dire que la méthode ou la stratégie qui a été donc implémentée par les nouvelles autorités, comparée à la stratégie mise en place par Mohamed Bazoum en son temps, on peut tout de suite déduire qu'en réalité, la stratégie de Mohamed Bazoum était plus ou moins plus efficace, en tout cas à l'heure actuelle. Parce que, y compris le nombre d'attaques, y compris les pertes en vies humaines, y compris les déplacés intérieurs, etc., prouvent à suffisance que la stratégie n'est pas efficace. La méthode, en tout cas implémentée par les nouvelles autorités, n'est pas efficace comparée à Mohamed Bazoum. Donc c'est en ce sens que le G20 estime qu'il faudrait quand même qu'on puisse implémenter autre approche pour arriver, puisque lorsque, je le disais tantôt, lorsque nous remontons encore l'histoire, vous allez vous constater que lorsque Mohamed Bazoum avait mis sur la table le fait qu'on puisse passer, ne pas perdre de vue le fait qu'il n'y a pas que les armes qui puissent donc résoudre ces questions de terrorisme. Il y avait des gens où carrément pouvoir même intégrer dans la recherche des stratégies, même ces groupes armés-là. Il avait été critiqué, mais je pense qu'au fil du temps, les gens tentent quand même à lui donner raison que c'était une stratégie qui était plus ou moins efficace, liée au fait qu'on avait constaté à un moment donné une réduction, en tout cas, du nombre des attaques. Mais au-delà de ça, permettez également que je rajoute, puisque pour certains, ils se disent, voilà, la société civile, on parle des sujets politiques, etc., on a tendance à pouvoir contredire la société civile dans cette prise de position, mais en réalité, je pense que les BABA, en tout cas, au niveau du droit, prouve réellement que les acteurs politiques sont en politique. Ils sont en politique. Les 3 acteurs de la politique que nous connaissons, les partisans, mais également
en tout cas les chercheurs, en tout cas ceux qui contribuent à la réflexion pour faire évoluer la démocratie, mais également la société civile, puisqu'il y a des sociétés, ils sont nombreux, ils sont plusieurs, mais il y en a qui s'occupent des questions politiques. Et les actions politiques d'un acteur donné peuvent être soutenues par la société civile parce que ça va de l'intérêt de la nation et ça va dans l'intérêt de la paix. C'est en ce sens que je dis, peut-être plus ou moins pour relativiser, on pourrait plus ou moins leur donner raison à ce qui concerne cette libération de Mohamed Bazoum liée à l'efficacité de l'action qu'il avait mise en place par le passé. Alors Mathieu, assises nationales ou élections, quel est le moyen le plus adéquat pour connaître l'avis des populations au Niger? Vous savez, la plus grande difficulté en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est le mode d'accession au pouvoir. Et moi, personnellement, je n'ai jamais été d'accord pour les coups d'État, quelles qu'en soient les raisons. L'élection transparente, si je peux le dire ainsi, est le moyen le mieux. Ah, donc il faut ajouter transparente, pas juste Oui, élection. j'insiste là-dessus. Il ne sert à rien d'organiser des élections. Juste pour les organiser? Pour les organiser, non. Mais une élection transparente qui permettrait à chaque citoyen d'exprimer sa voix et que cette voix puisse compter représente le meilleur moyen aujourd'hui de pouvoir et déterminer quelle est la position de la population dans sa globalité. Les assises nationales, certes, c'est des représentants. Mais ces représentants, au même moment, nous pouvons dire qu'ils peuvent être manipulés à la base avant de se retrouver là. Et ces représentants ne pourront pas représenter totalement toute la communauté du Niger. Donc, il est préférable pour nous en Afrique, en tout cas si nous voulons aller de l'avant, c'est de privilégier les élections. Alors, le pouvoir nigérien, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu organiser ces élections en l'état à cause de la lutte contre le terrorisme, de l'insécurité sur tout le territoire nigérien? Je pense qu'une fois accédé au pouvoir, le pouvoir a d'ailleurs fait face à la CEDEAO par rapport au calendrier électoral. Et ils ont quand même reçu à prouver qu'ils étaient souverains et qu'ils pouvaient décider de l'avenir de leur pays. Oui. En fonction de cette position, ils pourraient tenir compte du contexte et organiser les élections au moment où ils jugeront bon d'organiser les élections. Selon leur propre agenda. Voilà, selon leur propre agenda. Mais se lever avec les assises nationales et donner 5 ans au président de la République, pour moi, ça laisse des doutes. Alors, le peuple nigérien, c'est lui qui a accordé ces 5 années supplémentaires aux autorités actuelles de Niamey. C'est ce que clame fort ce pouvoir en place au Niger. C'est la fin de la première partie de Regard croisé.